Bonjour Dr Choukroun, vous êtes réanimateur, pneumologue et chef du service de réadaptation post-réanimation de l'hôpital Forcille en Seine-et-Marne, un service qui est finalement peu connu. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, bonjour. Notre service donc s'appelle SRPR pour réadaptation post-réanimation. C'est des services relativement récents. Il en existe 3 en Île-de-France et c'est des services qui sont destinés à accueillir des patients qui sont en situation d'échec de sevrage de la respiration artificielle au cours d'un séjour très long en réanimation. Ces patients sont en général trachéotomisés, toujours dépendants de la respiration artificielle sur une machine de réanimation pour différentes raisons, le plus souvent en rapport avec ce qu'on appelle une neuromyopathie de réanimation, c'est-à-dire un déficit neuromusculaire périphérique très important suite à cette hospitalisation très prolongée, l'alitement très prolongé et un syndrome inflammatoire très important. Ce déficit neuromusculaire touche l'ensemble des muscles de l'organisme, des bras, des jambes, mais également les muscles respiratoires et explique en grande partie l'impossibilité ou les grandes difficultés à arrêter la respiration artificielle chez ces patients-là. Notre service accueille donc ces patients et met en place un certain nombre de prises en charge qui sont multidisciplinaires, reposant sur la réhabilitation alors que la respiration artificielle est prolongée, notamment avec une prise en charge très intense par les kinésithérapeutes de notre service. Et c'est cette approche-là qui permet de progresser dans le sevrage ventilatoire chez ces patients. Votre service a été directement impacté par la crise sanitaire Covid-19 que nous traversons actuellement. Quel changement est-ce que cette crise a provoqué dans votre service? Alors, nous avons été impactés par la crise Covid-19 à la suite des réanimations. Dans un premier temps, les services de réanimation ont eu besoin de libérer des lits pour accueillir les patients Covid-19 dans des unités dédiées. Donc, nous avons eu beaucoup d'appels pour prendre des patients hospitalisés en réanimation ces dernières semaines avant la circulation du virus en Île-de-France et l'arrivée des premiers patients dans les services de réanimation. Puis ensuite, les services de réanimation nous ont contactés pour prendre en charge des patients qui restaient dépendants de la ventilation artificielle à la suite d'une pneumopathie liée au Covid. Les appels ont été assez rapides car les services de réanimation étaient saturés en patients avec un afflux permanent de patients pendant plusieurs semaines. Donc nous avons été amenés à agrandir notre service. C'est la modification la plus importante. Nous avions auparavant 20 lits et cela nous a conduit à ouvrir une unité supplémentaire de 12 lits et à augmenter la capacité de notre service à 32 lits, avec un secteur Covid spécifique et un secteur non Covid. Cette augmentation de taille de service nous a conduit à des réorganisations en termes de professionnels de santé, mais également de matériel pour pouvoir accueillir les patients dans des conditions de prise en charge et notamment de sécurité de prise en charge les meilleures. Les patients Covid-19, est-ce qu'ils présentent en fait des particularités par rapport aux patients que vous prenez en charge habituellement dans votre service? Nous avons constaté un certain nombre de particularités. Habituellement, nous recevons beaucoup de patients qui ont des antécédents de maladies respiratoires. Beaucoup de patients qu'on appelle BPCO, hein, c'est-à-dire qui ont des maladies bronchiques post-tabagiques. C'est très fréquent dans nos services en temps normal. Étonnamment, pendant la crise Covid, pratiquement aucun patient, à peine 10%, avait de pathologie respiratoire chronique préalable à l'hospitalisation pour la pneumopathie Covid. Ça, c'est très inhabituel. C'est à mettre en lien avec ce qui a été constaté par d'autres professionnels de santé sur le fait que peut-être le tabagisme est un peu protecteur via l'effet de la nicotine. En tout cas, nous, on a beaucoup moins de patients bronchopathes. L'autre point d'appel, c'est plutôt sur les pathologies préalables antérieures des patients. On a vu beaucoup de patients hypertendus. Moi, j'en ai compté plus de la moitié chez nous. Beaucoup de patients en surpoids, un franc surpoids, hein, on peut parler d'obésité, pour 44% des patients et beaucoup de patients diabétiques aussi, beaucoup plus que d'habitude. Donc manifestement, ces 3 antécédents là ont été des facteurs de fragilité face à ce virus pour les patients. On a des patients également un peu plus jeunes que d'habitude, environ 5 ans de moins en moyenne, et on a vu des patients de moins de 50 ans, même un patient de 36 ans, ce qui est très inhabituel chez nous, où grosso modo la moyenne d'âge est autour de 65 ans, avec un effectif qui est très resserré autour de cette moyenne. Les patients ont passé moins de temps en réanimation avant de venir chez nous. Je crois que ça, c'est vraiment un effet lié à l'afflux très important de patients et la nécessité de libérer des lits de réanimation. Donc, les services de réanimation nous ont contactés plus tôt
En revanche, on a pour l'instant des résultats plutôt favorables avec des durées d'hospitalisation dans notre service pour les patients qui sont sortis qui ont été plus courtes. Finalement, une fois passée cette phase d'extrême gravité des patients en réanimation, on a vu des récupérations plus rapides, pour l'instant, je dis bien, pour les patients qui sont venus au SRPR. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, habituellement vous travaillez en interprofessionnalité. Est-ce que la crise a conduit à modifier cette approche ou au contraire, est-ce que ça a été un atout? L'approche en interprofessionnalité reste le mode de fonctionnement principal du service. J'ai cité les kinésithérapeutes qui ont un rôle essentiel. Il faut également parler des orthophonistes parce que beaucoup de ces patients, après une intubation prolongée, ont des troubles de déglutition et ces troubles de déglutition peuvent participer aux échecs de sevrage respiratoire par des inhalations et des pneumopathies d'inhalation successives. Il faut également citer la psychologue du service qui a un rôle essentiel. Beaucoup de ces patients ont des stress post-réanimation, hein. C'est un tableau de stress post-traumatique particulier qui est lié à une hospitalisation en réanimation, qui est quelque chose en général d'assez traumatisant. Et la dernière pierre à l'édifice, ce sont les diététiciennes. Ces patients sont beaucoup dénutris. L'ensemble de ces professionnels, dont le nombre est un peu atypique par rapport à un service de réanimation, travaillent beaucoup en lien avec les équipes médicales et les équipes soignantes. Il faut aussi rajouter que les infirmières et soignantes sont très spécialisées dans la prise en charge des patients en sevrage respiratoire et sont notamment très expertes dans le domaine de la gestion de la trachéotomie et de la ventilation sur trachéotomie. D'habitude, nos échanges sont formalisés à travers des staffs pluri-hebdomadaires, mais la situation d'urgence, le nombre de patients importants ont rendu la réalisation de ces staffs impossible. Donc, ce travail en interprofessionnalité a continué, mais de manière beaucoup plus informelle, c'est-à-dire à travers des échanges un peu permanents au cours de la journée entre les professionnels de santé. Et je dirais que l'expérience acquise ces dernières années dans l'échange, le partage d'informations entre les professionnels pour faire avancer le projet thérapeutique du patient a permis de se passer des staffs pendant cette période-là et de continuer à avancer de manière très positive pour les patients. D'ailleurs, les durées de séjour qui sont un peu plus courtes sont pour moi aussi une preuve que le service fonctionnait bien et que les interactions entre les différents professionnels de santé étaient bonnes. On souhaite quand même retourner à notre mode de fonctionnement antérieur. Les staffs permettent d'avoir un travail plus approfondi, mais nécessitent plus de temps. Est-ce que vous avez déjà pu tirer des enseignements sur le fonctionnement de votre service et sur la prise en charge de vos patients grâce à cette crise? C'est peut-être un petit peu tôt pour tirer des enseignements, mais il y a quelques petites tendances qui se dégagent. On voit que pour beaucoup de patients, nous avions une attitude extrêmement sécurisée des prises en charge dans les différentes étapes du sevrage de la respiration et dans les étapes de la décannulation. L'urgence nous a obligés à aller un peu plus vite, sans aucun effet secondaire pour le moment rencontré, probablement parce que on avait acquis ces dernières années une expérience et probablement dans les prochains mois, après la crise Covid, on gardera de cette crise des habitudes et un mode de fonctionnement peut-être un petit peu plus rapide dans le sevrage suite à cette expérience-là. Ce qu'on a pu aussi constater, c'est que les services de réanimation nous appelaient plus tôt et nous espérons que de cette crise sortiront des liens plus forts avec les services de réanimation et des transferts de patients vers les SRPR plus rapidement, ce qui pourrait bénéficier aux patients par finalement une sortie anticipée des services de réanimation qui restent des environnements qui sont extrêmement traumatisants, là où au SRPR, on essaie de beaucoup travailler sur l'environnement, sur l'ambiance d'accueil du patient qui est plus apaisée.